Parce que quand on parle des migrants non accompagnés et surtout des subsahariens, il y a la première question qui se pose. Ces enfants ont quel âge? Pourquoi partent-ils? Ils sortent, quelles sont les raisons? Pourquoi ils se retrouvent ici? Quel soutien ils ont? Comment ils voyagent? Comment voyagent-ils? Tout en sachant que quand on parle des mineurs dans des pays développés, on sait qu'il y a des structures, à part même ces structures, quand on parle des mineurs dans des pays développés, on sait qu'un mineur, s'il est abandonné par des parents, il y a des structures qui peuvent l'accueillir. Donc ici, c'est vraiment le contraire des choses. Parlant des mineurs, j'ai essayé personnellement d'abord de chercher la définition des mineurs. J'ai cherché personnellement, je me disais qu'il y avait une faille, parce que par rapport aux conventions internationales, par rapport à ce que je vois en Europe, je me disais c'est sûr qu'il y a une faille par rapport à la définition de ce mot, mais je peux vous rassurer, j'ai cherché dans 3 ou 4 dictionnaires, c'est presque la même définition que nous donnent tous ces dictionnaires, que les conventions sur la protection des enfants nous donnent. Le mineur, c'est des enfants de moins de 18 ans. Mais ici, parler des mineurs non accompagnés, c'est non seulement ces enfants de moins de 18 ans, mais ce sont des enfants qui se retrouvent seuls. Bon, le cas du Maroc est particulier. Le Maroc n'a jamais connu de guerre, ce qui est différent par rapport à peut-être il y a des choses similaires, la situation économique, comme peut-être le cas du Cameroun, le cas du Nigeria. Mais ici, pour les mineurs subsahariens, la situation est particulière. Je peux vous dire, ce sont vraiment des mineurs non accompagnés, dans le sens où ils n'ont même pas de contact avec la famille, ou parfois même ils n'ont même plus de famille. Parce que généralement, dans le cadre, dans la plupart des mineurs subsahariens qui se retrouvent ici, ce sont des enfants qui partent premièrement des pays en conflit, comme vous connaissez la situation actuelle en Afrique. C'est d'après notre pourcentage, on a retrouvé presque 48% de ces enfants sont venus de la Côte d'Ivoire, 52% de ces enfants sont venus de la Guinée. Il y a d'autres qui sont partis quand même du Mali, mais certes le cas du Mali est récent. Je crois 52% de ces enfants étaient aussi de la RDC, République démocratique du Congo. Comment ils se retrouvent là? Ça se comprend par rapport à tout ce que les enfants nous expliquaient. Vous voyez, quand il y a des conflits d'une zone à une autre zone, les parents cherchent à fuir, à protéger leurs enfants. Il y a certains que pendant cette fuite, ils partent sans avoir assisté quand même au massacre des parents, parce que quand il y a fuite, il n'y a vraiment plus contrôle. Mais il y a aussi d'autres qu'on a assassiné leurs parents et qu'on a forcé à devenir des milices. De ce point de vue, il y a certains qui nous ont confié qu'ils ne pouvaient pas, ils ont été tabassés, ils ne pouvaient pas supporter, ils ont vu comment d'autres enfants ont tué des personnes, qu'on les forçait pendant la formation de tuer d'autres personnes, ils étaient obligés de partir. Et de ce point de vue, un enfant qui part comme ça là, n'a pas même un point de repère, donc il s'en va, il ne se dit pas qu'il part en Europe, il s'en va, il est à la recherche d'une liberté. Et première étape, c'est les pays voisins. Je prends rien que l'exemple du Congo. La première étape, c'est, si c'est le Congo démocratique, ça serait le Congo-Kinshasa. C'est quand ils sont dans des pays voisins, eux, ces enfants, se retrouvent souvent remballés dans des réseaux. Parce qu'en fait, la première des choses, c'est que c'est humain, ce que je vais vous dire. N'importe qui parmi nous qui verrait un enfant va chercher d'abord à l'apporter assistance. Mais ce n'est pas vraiment une assistance continue. Parce que si tu vois un enfant là, dans la rue qui te dit, voilà, je n'ai rien à manger, tout, c'est humain, n'importe qui d'entre nous le ferait. Si tu es transporteur, parce que la question se pose, comment arrive-t-il souvent à voyager? Si n'importe qui d'entre nous est transporteur, qu'il voit un enfant qui lui dit, voilà, je compte aller, je ne sais où, à 200 km d'ici, je n'ai pas d'argent, vous serez pris de compassion. N'importe qui d'entre nous, vous serez... Et le transport aussi, je comprends parfois des questions des chercheurs qui sont de l'Occident. Les modalités de transport
en Europe, ce ne sont pas les mêmes modalités de transport qu'en Afrique, parce que d'autres se disent, mais on ne comprend pas un bus qui prend 72 places. Non, non, chez nous, le bus de 110 places peut prendre 150 personnes. Il n'y a pas de souci. Une voiture de 9 places peut prendre 20 personnes. Il n'y a pas de souci. Donc, pour un chauffeur qui veut faire un acte, il dirait à l'enfant n'importe quoi, tu peux t'asseoir ici à côté de là où je mets ma boîte de vitesse. Le plus important, c'est de l'aider. Mais cependant, le fait déjà de partir d'un pays ou bien d'appartenir à une ethnie ou d'une langue fait déjà de cet enfant étranger. Non seulement il est étranger, mais comment doit-il se repérer? Donc quand il arrive dans ces pays, ils sont obligés, à partir des renseignements, de retrouver leur communauté. Et du moment où il se retrouve dans des communautés, ça veut dire un Congolais, un enfant congolais qui arrive au Cameroun, qui n'a pas d'argent, mais qui s'est fait aider X par Y, il va insérer la communauté congolaise qui est au Cameroun. Et c'est d'où, et c'est là le malheur. Bon, il est bien vrai qu'il a connu d'abord le malheur dans son pays, mais c'est là où même encore le malheur se multiplie. Parce que la communauté, sur le premier point de vue, c'est un espace de confiance pour cet enfant, mais pour la communauté, cet enfant, parfois, c'est une source de rentabilité. C'est la raison qu'il faut comprendre ici. Parce que pour l'enfant, la communauté, c'est un espace de confiance. Il va trouver des gens avec qui il partage, je ne sais pas, les mêmes valeurs culturelles, je ne sais pas trop quoi. Mais pour la communauté, parce que cette communauté, elle déjà même qui est dans des problèmes, elle aussi qui cherche des moyens de survie, pour elle, cet enfant serait une source de revenus. D'où, dans nos entretiens avec tous les petits-enfants, il en ressortait qu'ils étaient victimes des travaux forcés. Mais il est bien vrai qu'eux-mêmes, ils ne prononçaient pas comme des travaux forcés, parce qu'en fait, je pense, dans certains témoignages, d'aucuns nous disaient, oui, je travaillais pour gagner de l'argent. On leur demande, tu travaillais quoi? Qui gardait ton argent? C'était comme... Eux-mêmes, ils ne considèrent pas ça comme des travaux forcés. Mais moi, qui ai aussi fait la migration et qui ai migré par la route, moi, je vous dis, ils se retrouvent dans ce système, parce que ces enfants utilisent... pas qu'ils utilisent, ils se retrouvent d'emprunter les mêmes circuits de migration que les personnes adultes. Donc c'est déjà d'abord très compliqué pour eux. Et ils suivent une double exploitation. Les enfants suivent une double exploitation. Je prends l'exemple, cet enfant, quand il est déjà... je veux sortir directement du cadre du Cameroun, je rentre en Afrique de l'Ouest, parce qu'il faudrait que je parle aussi quand ils arrivent au Maghreb, très rapidement, on n'a pas assez de temps. Une fois qu'ils sont en Afrique de l'Ouest, ils sont obligés, comme je vous disais, de faire des travaux pour essayer d'avoir un peu d'argent et continuer, mais aussi... Pendant leur voyage, les anciens, comme je vous parlais de la communauté, parce que la communauté c'est un terme trop vague, quoi. Les anciens qui sont dans la communauté se positionnent toujours comme des protecteurs et qui disent à ces enfants parfois, oh je suis ton oncle, c'était le village de, je sais pas, on est quitté, de toutes les façons je connaissais ton père ou ta mère. D'où aussi, pour l'enfant, c'est de la confiance. Il cherche de la protection, il ne sait pas là où est les parents. Or, cet enfant, c'est, comme je vous disais, c'est une source. Et c'est cet enfant qui va permettre aussi à ce grand, ou bien qui est déjà bloqué, de pouvoir voyager. D'où, à un certain niveau, dans d'autres pays, ces enfants, quand je vous parle que c'est la seule étude que moi, j'ai vue super intéressante ici, parce qu'en fait, ça nous a donné du temps de décortiquer tout ça. Parce que ces enfants... Dans d'autres pays, ils se retrouvent avec tous ces gens, que d'autres se disent oui, c'est un oncle, c'est un protecteur, c'est... Donc il faut du temps, il faut de la confiance pour que cet enfant arrive à ce niveau, à vous faire savoir que oui, c'était comme ça, j'ai rencontré cet homme comme ça, il est de mon village et tout et tout. Pour d'autres ici, ils connaissent, même en Europe, oui, c'était un oncle à lui, c'était un cousin à son père, c'était... Or, cet enfant était un moyen pour ces migrants, comme je le disais. Il y a aussi d'autres enfants parmi eux qui se font vraiment anarquer, on finit de prendre l'argent et on les abandonne. Donc, sur cette route migratoire, ils sont exposés à la prostitution, ils sont exposés aux travaux forcés d'une manière ou d'une autre, je l'ai déjà évoqué. Donc, les enfants suivent vraiment une double exclusion. Si, moi j'ai l'habitude de dire aussi après cette recherche, si des femmes sont vulnérables sur des routes migratoires, les enfants sont vulnérables 4 fois. D'après la recherche, d'après ce que on a découvert.
Donc, du moment où ces enfants, ils sont déjà, à partir du moment, autant pour moi, qu'ils sont donc en Afrique de l'Ouest, et qu'ils ont déjà intégré les circuits migratoires des grandes personnes, dans des circuits migratoires et dans des communautés, les informations se véhiculent. Parce que la question, c'est comment ils ne peuvent pas rentrer. Ce n'est pas les enfants qui peuvent rentrer. Parfois, ils sont bouleversés. Parfois, ils sont bouleversés, traumatisés par ce qui s'est passé. Donc, on ne peut pas se dire c'est des enfants qui peuvent rentrer, c'est des enfants qui peuvent abandonner. Ils sont obligés, parce que je vous ai dit, il faut aussi comprendre la relation du protecteur. Le protecteur, lui, a toutes les informations sur le circuit, comment faire pour entrer en Espagne, et qui cherche un moyen et qui vient d'attraper ce moyen va dire à ce moyen de transport que nous irons en Europe de toutes les façons, parce que cet enfant, c'est cette relation d'abord pour moi est d'abord très importante, que nous irons en Europe. D'où ces enfants, la fidélité. Parce que quand ce protecteur lui dit, voilà, nous irons en Europe, mais tu dois m'être soumis, tu sais, voilà, il lui met tout ce qu'il peut lui mettre dans la tête, voilà, il faudrait que tu nous travailles un peu d'argent, tu vois. Quand toi et moi, on va en route pour chercher de l'argent, on ne m'en donne pas, mais toi qui es jeune, quand tu es devant, je ne sais, une mosquée au Mali, une mosquée au Maroc, il y a de la pitié, c'est facile que toi, tu rapportes un peu d'argent et tu me donnes cet argent, je garde cet argent, toi et moi, on va voyager. C'est ça, et l'enfant bénéficie de la protection quelque part, parce qu'entre la communauté, il y a un autre baron peut-être qui ne peut plus prendre cet enfant, parce que voilà, il y a un baron qui est là et qui protège ses arrière-gardes, comme on dit dans le jargon des migrants. Donc, ils sont obligés, que ce soit aussi au niveau de la police, ces enfants facilite l'accès, parce qu'on peut se demander est-ce que la police ne les repère pas. L'enfant a déjà une confiance infinie à son protecteur qui lui dit chaque fois que on est devant la police, tu dois dire que je suis ton père ou je suis ton oncle, ça te permettrait de passer. Et du coup, le discours du protecteur par rapport à la police, c'est que vous voyez la famille, madame a été massacrée, les autres enfants sont morts, je suis resté qu'avec celui-ci. Du coup, il y a passage. Il y a n'importe quel policier, même s'il va racketter de l'argent, c'est humain, c'est des choses, n'importe quel, il verra vraiment, voilà, et il n'y a pas ça, donc il y a moyen de progresser jusqu'à arriver au Maghreb. Ces enfants, j'ai expliqué comment la relation que le protecteur doit faire avec l'enfant et l'enfant avec le protecteur, pourtant il y a de l'exploitation, voilà, qui ne dit pas son nom. Ils sont obligés de progresser tranquillement et ils vont arriver au Maroc, ils vont arriver au Maghreb, dans l'espace maghrébin. Pourquoi? Il y a 2 raisons, 3, 4, 5 raisons que vous connaissez. Pour nous, subsahariens, parce que les gens se posent la question pourquoi le Maghreb? C'est bien beau. Officiellement, le Maghreb est à 2 pas de l'Europe. Le Maghreb est à 2 pas de l'Europe. Ça veut dire si on va aller en Europe, il faut le Maghreb. Première raison. Deuxième raison, le Maghreb à 2 pas de l'Europe, ça sous-entend que les droits humains qui sont appliqués au Maghreb et qui sont appliqués en Europe, on les trouve au Maghreb. C'est normal d'aller au Maghreb. Troisième raison, même si ce n'est pas seulement pour des séminaires migrants, le Maghreb est à 2 pas de l'Europe, ça veut dire que au Maghreb, même si ce n'est pas l'égalité de ce qui est en Europe, il y a quand même ressemblance. Donc, forcément, on doit aller au Maghreb. Donc, du coup, en Afrique de l'Ouest, même s'il y a tout un circuit, parce que s'il faut dire la vérité par rapport au circuit migratoire, il y a plus d'immigration interne en Afrique que de l'Afrique vers l'Europe. Ça, ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Je veux seulement montrer les complications des migrants pour arriver et pourquoi. Quand ils arrivent alors au Maghreb, que ce soit ces mineurs protégés ou non protégés, ils font face à d'autres dures réalités. L'autre dure réalité, c'est, vous connaissez la situation, le Maroc, depuis 2000, après les trucs du World Trade Center, que l'Europe s'est décidée de barricader des frontières pour le contrôle, comme Mercedes expliquait très bien hier, qu'il faut contrôler les mouvements des personnes. Le Maghreb est devenu la frontière
externe de l'Europe. L'Europe a transposé ses frontières. Au lieu qu'on attende les gens en Europe, pourquoi passer l'Europe? Quelque part, c'est une Europe de droits de l'homme. Quand ces gens mettaient les pieds quand même sur le sol européen, il y a des associations, il y a des structures, il y a des gens engagés. Ces gens se mobilisaient et ces gens parvenaient quand même d'une manière ou d'une autre à rester en Europe. Donc, de ce point de vue, l'Europe a transposé ses frontières. Bon, c'est pas à moi de... Voilà, vous connaissez mieux que moi sur ce point, avec le Frontex, avec tout cet arsenal, transposer ses frontières vers le sud. Et le Maroc fait une frontière aujourd'hui, ça veut dire ces gens ne doivent plus mettre pied. Tout ce qu'on peut faire comme sale boulot, ça doit se passer là-bas. Il ne faut plus que ces gens traversent pour arriver, et c'est d'où aussi la pression pour les signatures des accords de réadmission, même si les pays du Sud en disent aujourd'hui non, on ne veut pas, on est déjà sur le point de faire pression que le dernier pays par lequel ces gens ont transité, même si le Mali qui a fait pression dire je ne signe pas les accords de réadmission, mais si ces gens sont passés, qu'ils ont transité par le Maroc, on va les refouler au Maroc. C'est au Maroc de gérer ce qu'ils appellent le stock, parce que c'est le nouveau nom, de gérer le stock. Donc ces enfants, une fois qu'ils sont ici au Maghreb, d'après ce qu'ils nous ont dit, on ne raconte pas des histoires. Je vous dis qu'on a créé un climat de confiance. D'aucuns, la majorité, pour commencer, ils sont obligés de se présenter au ACR. Le ACR qui déjà, vous connaissez mieux que moi sur cette question, a des principes de quotas, a des principes, il y a pas mal de choses. Le ACR aussi qui n'a pas mal de problèmes avec l'application de ces textes au niveau du Maroc, avec tout ce que je venais d'expliquer, la pression que l'Union européenne fait sur le Maroc, est obligé de faire, je ne sais pas si c'est même pas une sélection, de les débouter tous. Parce que sur le premier point de vue, ils nous ont dit, oui, quand je suis arrivé, je suis parti au ACR. Le ACR, ça ressortait. Alors, François là, peut-être il va me contredire. Le ACR m'a donné une attestation. Cette attestation, c'est juste pour calmer les choses. L'attestation, c'est pas le certificat de réfugié. C'est juste pour calmer la tension qu'il vient d'arriver. On va renouveler pour la deuxième fois. Pendant ce temps, cet enfant va prendre connaissance des réalités, comment ça, les circuits, il va insérer des circuits et finalement, il est débouté. Donc c'est pour dire, quand ils arrivent ici au Maghreb, ils font face à cette réalité. Ils ne bénéficient de rien, et je dis rien. Il est bien vrai, il y a quand même, comme je vous expliquais, cette petite technique du ACR de donner cette attestation, et des gens qui ont bousculé aussi le ACR comme la Fondation Orient-Occident. Moi, je ne veux pas entrer dans leur conflit interne bon, après ça a signé. Le ACR a essayé quelque part pendant que ces enfants sont détenteurs de cette attestation, qu'ils puissent bénéficier des formations, des petites formations que la Fondation Orient-Occident les proposait. Où il y a aussi Caritas qui a créé un CAM, donc ce qu'ils appellent le centre d'accueil des migrants, qui donnait des cours, c'est-à-dire vous voyez un enfant qui a 15 ans, qui est parti à 15 ans, parce que je vais vous prendre 2 ou 3 exemples là. Je vais lire, je ne veux pas raconter toute leur histoire de vie, mais je vais lire quelques extraits. Qui est parti à 9 ans et qui arrive ici, qui n'a pas de notion en français, qui ne connaît rien. Bon, c'est une bombe à retardement, comme un frère disait l'autre jour. Mais le ACR, la Fondation Orient-Occident et Caritas, ils ont essayé de développer des petits projets d'initiation, que ce soit l'informatique, que ce soit des cours, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Moi aussi, je suis camerounais. Le français, c'est des cours, quelqu'un peut m'aider là? Des cours de base. Les premiers cours de base pour qu'ils parlent un peu français, qu'ils connaissent l'outil informatique. Et ces cours, rien que ces cours, ne les avantage en rien. Déjà d'abord dans une société, vous connaissez le Maroc mieux que moi, qui connaît des problèmes d'abord économiques et tout. Ces cours, même que ça soit l'arabe, ils ne peuvent pas trouver du boulot. Et moi je veux même, on se pose la question, parce que ça ressort, les mineurs ne peuvent pas trouver le boulot. Est-ce que dans les droits, le mineur qui travaille et tout, moi, bon, ça risque d'être encore un autre débat. Si on va aller dans le cadre qu'on dit, au lieu que le mineur fréquente, nous on est déjà dans un système, il faut dire, est-ce qu'ils peuvent trouver le boulot? Ça c'est aussi des préoccupations.
il faut aussi relever quelque chose, que ces mineurs eux-mêmes, à un niveau, ne se reconnaissent pas comme, parce qu'on a trouvé ça aussi super intéressant, ne se reconnaissent pas comme mineurs. S'ils se reconnaissent comme mineurs, c'est parce que juste ils ont besoin d'une petite protection. Et ça s'explique, ils ont fait face aux dures réalités de la vie. Ils ont un niveau, ils se retrouvent, ils se sentent responsables avant l'âge, parce que quand un enfant, chaque jour, il sort, on lui fait comprendre que, comme tu vois là, c'est grâce à ton argent qu'on vit ici, c'est grâce à l'argent que tu demandes en route ou dans les mosquées qui nous fait vivre. Il se retrouve responsable, il se retrouve adulte. Donc, quand ils sont devant des institutions, devant des petites ONG qui leur apportent assistance, c'est là où ils se positionnent comme des mineurs. Mais dans notre entretien, la majorité des entretiens qu'on a faits, on a eu l'impression qu'ils voulaient, ces enfants, pour eux, ce n'étaient pas des mineurs, c'était déjà des personnes adultes. La question pour moi, c'est comment le système est devenu. Parce qu'après cette personne, il y a une autre personne. Donc la relation, généralement quand tu fais, oui, ce que tu viens de nous dire de cette histoire, la personne là finalement, qu'est-ce qu'elle est devenue? Oui, les gens s'attendent à ce que tu lui dises. Les gens s'attendent à ce que tu lui dises. Oui, la personne finalement, il s'est en sorti, il vit bien. Juste ce dernier, merci beaucoup. Donc je m'excuse, c'est... Oh, oui. Oh. Ma question que je pose... Oui, la question finale que je pose, c'est... Est-ce qu'il faudrait qu'on continue à supporter le fait que ces enfants, après les avoir fait suivre tout ça, vivre tout ça, ils vont finir quelque part avoir l'issue de sortie qui, pour nous, c'est se retrouver en Europe où il a un titre de réfugié ou bien il a un travail. Ou il faudrait qu'on se demande, est-ce que le système a changé? Parce que pour moi, même si la personne est arrivée en Europe, si le système n'a pas changé, il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes choses. Parce que moi, je n'aime pas qu'on crée une relation entre peut-être le migrant, certes, ça doit exister en tant qu'humain, parce que tu vois quelqu'un qui a souffert tous ces trucs, c'est normal d'avoir de la compassion, de la pitié. Mais moi, je me dis encore, c'est mieux de se dire, si elle a vécu ça, certes, elle va passer, mais tant que le système est comme ça, il y a d'autres. Et c'est des bombes à retardement, c'est des boulets de feu, c'est des gens, tôt ou tard, sans stigmatiser ces enfants, c'est ce qu'on dit qu'ils sont violents vis-à-vis de leurs propres enfants aussi, vis-à-vis de leurs femmes, vis-à-vis de leur famille, tôt ou tard. Donc, merci.